Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec siteclan.net, mintinbox.net, starwarsholonet.com, planetstarwars.com, starwarsuniverse.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition littérature qui sera consacrée au livre Le Collectionneur ou Force Collector en version originale anglaise de Kevin Shenick. Ici Francis et pour discuter de ce roman, je suis accompagné de l'incomparable Sébastien Minot. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Francis. Et de la charmante Cécilie Allaire. Bonsoir Cécilie. Salut. Donc, quoi de neuf côté Star Wars pour vous, messieurs, dames? On va y aller avec les dames d'abord, Cécilie. Côté Star Wars, pas grand-chose, à part la lecture récente de Force Collector. Sinon, côté geek, j'ai regardé Joker, Batman vs Superman, le premier Superman de 2013, et Justice League. Et j'ai commencé la série Titan, et je suis rendue à la saison 2. Fait que finalement, t'es pas mal plus dans le DC que dans le Star Wars. Ben, non, c'est ainsi, ouais, pas mal DC, là, mais... C'est bon, au moins t'as pas dit Star Trek, fait qu'on va pas couper ton micro dès maintenant. T'as-tu dit le premier Superman de 2013? Ben, je veux dire, il y a comme plusieurs Superman qui sont sortis après 2013 avec Henry Cavill, celui que je trouve vraiment beau. The Witcher. Non, mais c'est correct. Ouais, mais je sais qu'il y en avait avant, là, des vieux des années 80, je le sais. Ouais, c'est ça. Et celui qui est sorti en 2013, c'est The Man of Steel, je pense, en anglais, qu'il l'appelle. Ouais. Non, c'est que les vieux étaient trop mauvais là, pour que ça vaille la peine de les considérer. Là, je vais vous laisser finir le show à deux, moi. Puis de ton côté, Seb, quoi de neuf côté Star Wars? Ben, j'ai eu la chance, il y a quelques semaines, de participer à une des merveilleuses croisières Disney de Star Wars DATC, de Disney Cruise Line, et avec notre ami Simon Kenobi. Et c'était quelque peu décevant à comparer à il y a 4 ans, je dois le dire. Ah ouais? Il y a une petite vidéo là, qui est en préparation pour expliquer un peu plus en détail là, pourquoi. Mais en résumé, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, comme la perte d'invités spéciaux à bord du navire, le fait qu'on n'a plus autant de personnages avec qui on peut prendre des photos sur réservation avec des décors. Mm-hmm. Et ça, c'est comme deux petits bémols là, qui ont fait que ça a un peu diminué le plaisir, mais on a eu la chance d'avoir Ashley Eckstein avec nous à bord, qui était une invitée surprise, qui était pas vraiment une invitée, qui était juste là pour couvrir la croisière, et on a eu quand même beaucoup de plaisir avec elle, parce que, comme d'habitude, la force était avec moi. Donc, on a quand même eu une très belle croisière. Et après ça, on est allé visiter Batuu Est, donc Galaxy's Edge à Walt Disney World. Et ça coûte cher. Ça coûte beaucoup de crédit. Puis sinon, ça coûte beaucoup de crédit, mais est-ce que ça le vaut? Je vais être 100% franc avec tout le monde qui nous écoute présentement. Ça vaut chaque sou mis de côté. Que ce soit pour les souvenirs et pour l'expérience de le vivre. Quand on arrive là, on a le coup émotionnel, puis 5 minutes après, on est vraiment en réalisation que on vit Star Wars. On est sur une planète Star Wars. Donc, c'est vraiment magique et incroyable, et puis ça vaut tout à fait le déplacement. Et je le recommande fortement. Mais pour les gens qui voudraient en profiter à 100%, je recommanderais au moins une visite planifiée de 3 jours minimum, pour être capable de faire tous les manèges, et aussi pour être capable de bien profiter de l'interactivité de l'application Disney Play, sur laquelle on peut soit aider le Premier Ordre, ou aider la Résistance, ou aider les Vauriens. Donc, ça serait le fun de prendre une journée pour faire juste l'application, parce que sinon, on a le nez dans le téléphone, alors qu'on devrait être en train
regardez le travail incroyable accompli par les Imagineers de Disney. Ouais, ben là, finalement, tu donnes envie pas mal d'y aller, là. On va peut-être commencer à placer de l'argent de côté, là. Prendre une autre hypothèque, je sais pas. Sans prendre une autre hypothèque, parce que ce serait pas une bonne idée, ça vaut la peine de mettre des sous de côté tranquillement pas vite pour préparer un voyage, là, avec la famille et les enfants. Excellent. Ben, de mon côté, évidemment, comme vous, il y a la lecture de Force Collector. Sinon, comme plusieurs le savent, je suis dans la production continuelle des capsules Star Wars 101. Donc, on en a un nouveau qui est sorti aujourd'hui, justement, sur la géographie dans Star Wars. Donc, si vous voulez comprendre c'est où la bordure extérieure, c'est où Batuu, entre autres, je vous invite à aller voir sur notre YouTube. Sinon, c'est pas mal ça. Le comics, c'est assez tranquille dans ces temps-ci. On a même plusieurs semaines là, depuis le temps des fêtes qu'on n'a eu aucun comics. Donc, même si ceux qu'on a eu n'étaient pas mauvais, à mon avis. Mais c'est ça. Et de mon côté, en famille, on se retape la série Rebels. Et je dois dire que ça a mieux vieilli que j'aurais cru. Moi, je détestais les graphismes de cette série-là à l'époque. Et je dois avouer que je m'y suis fait un peu. Et peut-être aussi en termes de qualité d'équipement sur lequel je le visionne. Donc à l'époque, évidemment, c'était beaucoup moins. Là, maintenant, sur Disney+, on a le droit à de la 4K, ou en tout cas, on n'a pas exactement l'information, mais j'imagine que c'est au moins de la 1080p. Fait que ça permet quand même d'apprécier là, les détails assez incroyables quand même qu'il y a dans cette série-là. Donc, je vous conseille de la reprendre ou de la prendre tout court si vous ne l'avez jamais pris. Oui, mais est-ce que c'est en THX? Non, côté son, je suis pas THX vraiment. Mais il faudrait éventuellement, parce que mon système de son commence à dater. Là, fait que je me suis tout équipé au niveau visuel, mais au niveau son, tu serais probablement déçu. C'est la prochaine étape. C'est la prochaine étape. C'est ça. Du côté de nos émissions récentes, on vous rappelle, on a un Star Wars en direct littérature que j'ai justement fait avec Loïc, intitulé Amplitude thermique. C'est sur le dernier album de Vador de la série écrit par Charles Soule et le 4e de Dr. Aphra. Et honnêtement, je crois que dans tous les épisodes de littérature qu'on a jamais fait à Star Wars en direct, c'est celui avec les notes les plus diamétralement opposées. Donc, je vous invite à aller écouter ça. Mais comme je l'ai mentionné, je sais plus si c'est sur Discord ou Facebook ou YouTube ou où, mais ceux qui disent qu'on pense tout pareil à Star Wars en direct, allez écouter ça. Vous allez être servis. Sinon, on a aussi notre dernier Star Wars en direct, Clone Wars, en préparation du retour de la série. Donc là, c'était l'arc du fameux voyage de Yoda dans la saison 6, où est-ce qu'il revoit... Ben, il apprend, si on peut dire, par Qui-Gon à éventuellement être un fantôme de la Force, puis tout ça. Donc, c'est quand même intéressant, le recul d'écouter de ce côté-là. C'était Loïc, David et Faye qui ont analysé ça, et c'est un peu comme celui qui avait fait sur Mortis. C'est vrai que, écouter leur analyse, on se rend compte qu'à l'époque, on avait manqué plein d'informations. Donc, c'est vraiment intéressant. On a plusieurs Star Wars en direct express déjà sortis sur le Shawicon. Donc, plusieurs entrevues réalisées par Malgus et Julien lors de l'événement Shawinigan. Donc, je vous invite à aller voir ça. Je crois que la plus récente, c'est celle entrevue avec Denis Talbot, de Radio Talbot. Au Québec, pas mal tout le monde connaît, mais en France, peut-être un peu moins. Mais bref, un dieu quand même de la scène geek là, au Québec. Et sinon, j'ai mentionné les Star Wars 101 tantôt. On en a effectivement un par semaine qui sort. Donc, en préparation de Clone Wars, on a eu un sur Maul et un sur Ahsoka. Donc, je vous invite à aller voir ça. Ça vous fait un petit refresh là, avant la série. Et on en avait eu un il y a quelques semaines aussi sur les Mandaloriens. Donc, tout ça mis ensemble, je pense que ça met le terrain pour le retour de The Clone Wars saison 7. Pour joindre notre communauté de fans et d'auditeurs, ici pour participer à nos enregistrements live, on vous invite à rejoindre notre serveur Discord. Et puis pour montrer vos couleurs, dirigez-vous vers la boutique Star Wars en direct pour vous procurer
toutes sortes de produits dérivés, des vêtements, des accessoires de téléphone, de tablettes, etc. Moi, je sais que ma fille est tombée en amour avec les robes, les jupes, les choses comme ça. Moi, j'ai un petit peu moins aimé les prix qui vont avec. Mais Danny, en plus, ceux qui ne l'auraient pas encore eu comme nouvelle, Danny a ajouté toutes sortes de concepts inédits, de design inédits, vraiment très très beaux. Moi, c'est sûr, je vais me commander là, probablement en format t-shirt, le design inspiré des Lego Space là, classiques. J'imagine que toi aussi, Sébastien, ça doit te rappeler des beaux souvenirs. S'il finit par être capable de le remettre correctement sur la boutique. Ouais, effectivement, on a quelques petits problèmes de droit là, sur la boutique, mais bref, vous irez voir ça et puis explorer les options. Vous allez voir, il y a beaucoup de choix là, d'objets différents, de vêtements différents. Donc, juste aller sur notre site starwars.direct à l'onglet boutique et ça va vous donner le lien direct. On remercie nos partenaires, Mint Inbox, Star Wars Holonet, siteclan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science-Fiction, ainsi que le Space Trash Show. Et sur ce, messieurs, dames, on va passer en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Donc, avant de passer à notre sujet principal, la petite minute actualité, écoutez, c'est relativement tranquille en termes d'actualité littéraire ces temps-ci. En fait, c'est tout ce qu'on a comme info, c'est plutôt négatif, dans le sens où on a eu des annonces de report à répétition. Je crois qu'on en a eu 4 différents. Il y a eu l'ascension de Skywalker qui a été reportée de quelques semaines, ça c'est pas trop pire. Queen's Peril qui devait sortir, si je ne me trompe pas, en mai, a été reporté à juin. Et le plus gros des reports, c'est celui de Timothy Zahn, le nouveau Tron, donc dans le fond le premier de la nouvelle trilogie sur Tron, qui était supposé sortir, si je ne me trompe pas, en mars ou en avril, et a été reporté à l'automne. Donc un peu triste de ce côté-là, mais j'imagine que le produit fini va être encore meilleur. On ne sait pas, peut-être des liens avec une éventuelle série animée qu'on n'a pas encore eu d'infos dessus. Donc, j'ai bien hâte quand même de voir ça. Sinon, ceux qui auraient manqué d'informations, il y a aussi eu une annonce d'un livre qui sortirait cet été sur la jeunesse de Poe Dameron. Oui, donc, ça je l'ai vu. Ouais, je pense que ça va intéresser quand même pas mal de monde. Ouais. Et puis ça va venir un petit peu corriger la bizarrerie dans l'épisode 9 quand on apprend qu'il a déjà été passeur d'épices. Fait que dans le fond, ça serait là-dedans qu'on le découvrirait. Là. Fait que ce serait le début de l'âge adulte, on va dire. Là. Fait qu'avant de joindre la Nouvelle République. Comme pilote de chasse. Donc, mais personnellement, c'est un personnage que tout ce que j'ai lu sur lui jusqu'à maintenant, j'ai toujours trouvé que c'était un bon personnage intéressant à explorer. Donc, j'ai bien hâte quand même de lire ça. Donc, on va y aller peut-être avec pour la partie sans spoilers, avec une courte présentation de l'éditeur de notre roman de ce soir, Le Collectionneur ou Force Collector. Seb, est-ce que tu peux nous en faire la lecture? Mais bien sûr. Alors, peu avant le réveil de la Force, un adolescent en quête d'identité cherche à découvrir quel rapport ces mystérieux pouvoirs ont avec les Jedi d'antan. Car n'a jamais vraiment su trouver sa place dans la galaxie. Mais il a d'étranges et douloureuses visions lui permettant de voir ou de sentir certaines choses. Serait-il doté des mêmes pouvoirs que les légendaires chevaliers Jedi? Même si ces derniers n'existent plus, Car est convaincu qu'il est destiné à faire de grandes choses. C'est pourquoi il décide de quitter sa planète et sa famille, accompagné d'une amie au caractère bien trempé, et de se mettre en quête de tout ce qu'il pourra trouver sur l'ordre Jedi disparu, afin de mieux comprendre ce que cachent ses étranges aptitudes et deviner ce que la Force attend de lui. Merci Seb, et avant de vous passer la parole pour voir ce que vous avez pensé de ce livre-là, on va préciser les petits aspects techniques. Donc l'auteur Kevin Shenick non seulement est auteur, mais aussi acteur, producteur, réalisateur et doubleur américain. Il a été lauréat d'un Emmy Awards pour son travail sur la série animée Robot Chicken. Et il est aussi créateur de bande dessinée.
dans l'univers Star Wars, on ne lui connaît pas autre titre que ça là, en termes de romans, tout ça. Il avait juste fait l'album pour enfants Chewbacca et les Porgs. Donc, on s'entend, là, c'était très très léger. Je l'ai ici, là, j'avais acheté ça à mon plus jeune il y a quelques années. Un album qui a quand même été un grand succès. Ouais, c'était très joli, c'était une petite histoire le fun, mais en termes de contenu, ça peut pas être énorme, on s'entend. Donc, c'est ça, on peut dire que c'est vraiment son premier pied là, dans vraiment la cour des grands au niveau littérature Star Wars. Le roman se passe environ en plus 34 après la bataille de Yavin. Je dis environ parce que un élément de l'histoire vient comme mélanger un petit peu la temporalité de tout ça. Les différents sites encyclopédiques donnent des dates différentes. Mais bref, ça, on va en reparler un petit peu plus tantôt en partie spoilers. Donc, je vous rappelle notre politique spoilers. On va faire une première partie vraiment là, critique plus générale. Après, on va vous faire un résumé vraiment spoilers. Donc, honnêtement, on va vous révéler pas mal toute l'intrigue. Et enfin, on va discuter des éléments là, restants qui, justement, vous gâcheraient le punch, si on peut dire, du livre. Donc, encore une fois, les dames d'abord, si on y allait avec toi, Cécilie, comment t'as trouvé la lecture du collectionneur, puis dans quel format, VF, VO, papier, audio, etc.? Ok, moi j'ai écouté et lu. Donc j'avais l'audiobook en anglais et je lisais le livre en anglais en même temps. Donc je suivais le narrateur. Ça m'a permis d'entrer un petit peu plus dans l'histoire, parce que des fois quand je lis un livre, surtout en anglais, puis que je suis fatiguée, ben je vais comme moins être concentrée sur les détails. Mais là, avec la narration en audiobook, ça m'a beaucoup aidé à rester comme concentrée. Ce livre-là est l'un de mes préférés de l'univers canon. J'ai adoré la quête du personnage, je l'ai trouvée vraiment intrigante. J'ai aimé le fait qu'il y a plusieurs mentions de diverses parties de la saga Skywalker. L'histoire je la trouve différente des autres romans de l'univers canon. C'est pas un personnage connu, mais il est sensible à la force, ça m'a vraiment intriguée. Je suis restée captivée du début à la fin de ma lecture / écoute. Honnêtement, ça m'a pris juste peut-être 2 jours, 3 jours pour terminer le roman. C'est sûr, je travaillais, donc je pouvais pas être concentrée dans la lecture, mais d'habitude, ça me prend un petit peu plus de temps. Mais là, je l'ai dévoré complètement. Il y avait pas trop de vision, c'était pas trop comme bourbé, il y avait pas trop d'action. L'évolution du personnage de Carr m'a vraiment plu, puis j'ai adoré sa relation avec son robot RZ. J'ai aussi aimé la mention de Batuu et la présence de Maz Kanata. Je sais pas pourquoi Maz Kanata, je la trouve comique, puis j'aime beaucoup son personnage. Puis la voir présente dans le livre, j'étais vraiment contente de voir qu'il réutilisait son personnage dans les romans. Excellent. De ton côté, Seb, tout d'abord, ben c'est ça, dans quel format tu l'as pris, etc. Et je me demandais aussi, est-ce que tu l'as lu avant d'aller à Galaxy's Edge ou après? Je l'ai lu bien avant d'aller à Galaxy's Edge. En fait, je suis vraiment surpris, mais j'ai été comme la première personne dans l'équipe à l'écouter au complet parce que je l'ai écouté en livre audio. Avant même Danny, ce qui est quand même assez surprenant. Et donc j'ai eu parce que je voulais l'écouter avant le film, en fait, avant la sortie du film en décembre dernier. Et j'ai été ouais, ben non, c'est plus tard qu'on va parler de ça. Mais bref, ça a été intéressant. Attention spoilers. Non, attention spoilers, sinon je vais te couper ton micro. Ça a été intéressant comme lecture, mais j'avais l'impression de lire un livre jeunesse. Ben, d'écouter un livre jeunesse un peu par moment. Donc, je ne suis pas surpris que Cécilie ait beaucoup apprécié. Mais moi, en fait, j'ai trouvé l'arc de l'histoire
qui manquait un peu d'épices, mais oui, c'était quand même intéressant, puis oui, c'était quand même prenant, et oui, effectivement, c'était le fun de voir les personnages qui sont sur Batuu, parce que bon, il y a une partie de l'histoire qui se passe un peu sur Batuu, et donc ça, c'était quand même intéressant là, de voir, d'y être sur place par la suite. Excellent. Ben, c'est vrai, je l'ai pas mentionné tantôt en présentation, mais ça reste que c'est quand même un roman qualifié de jeune adulte, hein, le Young Adult aux États-Unis, donc un peu comme Étoile perdue et compagnie, là, Ahsoka, tout ça. Fait que, comme tu dis, là, c'est justement, peut-être ça s'adresse quand même un peu plus aux plus jeunes. Mais je suis pas en train de te traiter de vieux, là, Seb, mais... mais Cécilia trouve ça drôle. Je le prends pour ce que c'est. La vérité. C'est correct, moi aussi j'ai la barbe blanche qui est bientôt toute blanche. Bref, de mon côté, je soulignerais, vous l'avez pas mentionné, mais la couverture, le graphisme du roman, j'ai trouvé ça magnifique. Ouais, c'est vraiment beau. Ça, quand c'est laid, je me gêne pas pour le dire. Fait que quand c'est magnifique, faut le mentionner aussi. Tu sais, quand ils disent faut pas juger un livre par sa couverture, là, ben ça, c'est l'exemple parfait. Ouais, écoute, je pense que le thème du livre a fait que plusieurs personnes se sont fait toutes sortes d'attentes. C'est pas ils nous faux. ont vendu ça comme justement un jeune qui part se met à collectionner des artefacts Jedi. Et donc, c'est aussi un livre qui faisait partie de la collection Journey to Star Wars: The Rise of Skywalker, donc on s'attendait à ce qu'il y ait comme un contenu qui soit important ou qui soit au moins comme facile à suivre ou comme remarquable dans le film par la suite. Puis j'ai pas trouvé que ça a nécessairement été le cas, mis à part pour une scène à laquelle je broyais comme un bébé pour une autre raison. Mais je suis d'accord avec toi dans le fond par rapport à ça, ouais. Mais quand même... Mais c'est pas la première fois qu'on se fait avoir par le marketing quand même des romans. Ben, c'est ça, mais je vais quand même dire ça pour ceux qui se souviendront des critiques qu'on avait fait du dernier livre de Aftermath, où j'ai dit qu'il faudrait qu'on prenne ces 3 livres-là puis qu'on aille les pitcher d'en face de l'auteur. Parce que ça servait juste à rien, là, au final. Je ferais pas ça avec Force Collector. Parce que je trouve que au moins Force Collector a apporté comme un petit détail intéressant qui était sympathique à confirmer pour le film, mais mis à part de ça, c'était intéressant. Mais je vais mentionner quand même que, parce que tu le prends souvent en exemple, la trilogie Aftermath de Chuck Wendig. Ouais, de Chuck Wendig comme exemple à ne pas suivre, on va dire. Mais je vais préciser, parce que certains nous font des commentaires justement là-dessus des fois, que c'est pas 100% de l'équipe de Star Wars en direct qui aurait garoché cette trilogie-là au feu. Et encore, on a Malgus de notre équipe qui a mis certaines de ses notes à jour aujourd'hui. Et justement, sur le dernier Aftermath, il me semble qu'il a mis une très bonne note. Donc, c'est ça. Il y a quand même certaines personnes qui les ont appréciées. Et surtout les 2 derniers, je crois. C'est vraiment le premier, je pense, qui avait frappé fort. Moi, ce que j'ai... En tout cas, non, c'est vrai, on parle de ce livre-là, on parle plus de l'autre. Ouais, c'est ça. Au pire, on va faire un épisode anthologie, là, Chuck Wendig. J'ai quand même adoré comme la présentation de plusieurs personnages, le robot malheureusement qui est mort, là, Mr. Bones. Mais bon, c'était une bonne trilogie pour amener des personnages à jour. C'est juste dommage que ça soit pas tous ces personnages-là qui aient été utilisés à bon escient. Donc, pour continuer sur Force Collector. Pour revenir effectivement au collectionneur, c'est ça. Moi, je m'étais noté, comme j'ai dit, c'est un jeune adulte. C'est une histoire clairement jeune adulte. C'est sur la construction personnelle de Car, qui a, dans la grosse partie de l'histoire, 17 ans. On commence à l'école. Fait que, on est vraiment là, pis tu sais, avec une petite romance, là. Fait que, même si c'est pas du tout ça la clé de l'intrigue. Mais c'est ça, on est vraiment dans les thèmes justement des bouquins jeunes adultes là, qui sortent depuis quelques années chez Star Wars. Une construction de récit quand même assez classique, là, mais tu sais, qui fait la job. C'est relativement court, ça se lit assez vite. En français, tu vois, je pense que ça faisait 300 pages, fait que c'est pas énorme.
Mais c'est suffisant, j'ai trouvé que c'était quand même suffisant pour raconter ce que le livre avait à raconter. Alors que d'autres livres, des fois, le thème est tellement trop gros pour le format. Ça me faisait penser entre autres au Gardien des Whills, qui était un jeune adulte aussi, et que le thème, écoute, c'était beaucoup trop ambitieux pour l'espace alloué. Tandis que là, je sais pas, j'ai trouvé que ça rentrait bien dans le format. Je mentionnerais qu'un peu comme Étoile perdue, que je pense la vaste majorité des gens ont vraiment trippé là-dessus, on compense le fait qu'on suit des personnages flambant neufs par le fait qu'on entend parler à tout bout de champ d'événements et de personnages des films et séries télé. Donc ça garde l'intérêt des fans justement habitués. Je pense que c'est une recette quand même gagnante là, que ça m'a fait beaucoup penser à Étoile perdue de ce côté-là. Et malgré ça, toute l'histoire et l'intérêt restent centrés sur le personnage principal, car puis tu sais, c'est quand même un certain défi de dosage, parce que tu sais, ça aurait été facile justement d'en faire comme un espèce de catalogue là, d'événements des films, quelque chose comme ça. Je pense que tu l'avais mentionné, Cécilie, que le dosage était pas pire là, au niveau du nombre de visions, là, tu sais, puis tout ça. Ouais, c'est pas surexploité. Non, c'est ça. Ouais. J'ai trouvé intéressant aussi d'explorer la psychométrie, donc un pouvoir de la force d'avoir des visions du passé là, quand on touche des objets. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans The Clone Wars avec Quinlan Vos. Et, dans Jedi Fallen Order. Ben exactement, plus récemment avec Cal Kestis. Mais cette fois, on est vraiment là, dans la tête du personnage, alors que jusqu'ici, c'était du visuel. Et en plus, intéressant, j'ai appris que justement, ils ont ils se sont coordonnés avec Jedi Fallen Order pour qu'il n'y ait pas de contradiction là, ou que ça fit ensemble. Là. Donc, j'ai trouvé ça quand même intéressant de ce côté-là. Parce que quand il y a des incohérences, on est les premiers à les dénoncer. Fait qu'encore une fois, quand ils font le travail inverse, il faut le souligner. Et bon, évidemment, dans ce cas-ci, sans entraînement Jedi, les visions de Car sont très loin d'être claires, simples à interpréter, tout ça. La quête initiatique, j'ai trouvé ce qui démarque un peu ce livre-là des autres Star Wars, c'est l'absence de violence. C'est toute une quête justement personnelle pour Car, et on s'entend, il n'y a pas vraiment de grands antagonistes dans l'histoire. Il n'y a pas vraiment de violence dans l'histoire. Donc, j'ai trouvé ça très particulier pour un Star Wars. Et surtout, ce que j'ai trouvé particulier, c'est de trouver ça intéressant quand même. Tu sais, je veux dire, ça aurait été facile de se planter, là, quand tu te dis qu'il n'y a pas de grosse intrigue là, intergalactique, il n'y a pas de grand méchant, tout ça. Donc, je salue l'auteur de ce côté-là. Puis assez surprenamment, c'est que t'as aussi comme voyons, tu veux que Car il réussisse à découvrir qu'est-ce qu'il recherche. Fait que you root for him là, tu veux qu'il gagne là. Donc c'est quand même quelque chose qui est bien par rapport à la manière dont Kevin Shinick l'a écrit, c'est que ça te fait vraiment embarquer dans l'histoire. Puis c'est ça, ça revient aux visions. Moi j'ai trouvé que c'était bien apporté, puis que ça faisait avancer l'histoire. C'était pas juste des petits à côté pour qu'on comprenne qu'on est dans Star Wars. Là, là c'était vraiment, comme tu dis, ça fait avancer l'histoire, puis t'as envie justement de voir la suite, comment il va y arriver, etc. Donc non, c'est bien amené tout ça. Les personnages sont attachants. J'ai trouvé qu'ils étaient crédibles. J'ai pas noté d'illogisme flagrant. Les auditeurs qui prennent les émissions littérature fréquemment savent que je suis le premier aussi à dénoncer quand il y a des invraisemblances ou des illogismes là, entre autres dans Black Spire il n'y a pas si longtemps là, j'en revenais pas à quel point ça m'apparaissait complètement absurde. Sinon la morale intéressante pour entre autres pour les plus jeunes, sur l'importance de la famille, d'apprécier nos proches pendant qu'ils sont vivants. Parce que Car va perdre certains de ses proches au cours du livre. Donc, spoilers! Ouais, je me suis dit, c'est quand même pas non plus le méga spoiler. Et c'est bien écrit. Tu sais, ça se lit tout seul, c'est fluide. Ouais. J'ai pas noté non plus de bout où est-ce que tu te dis, voyons, je comprends rien à ce qui se passe.
Et je suis en train de lire un Claudia Gray actuellement, puis même si Claudia Gray est excellente, là, c'est une excellente auteure, malgré tout, justement, aujourd'hui ou hier, je me disais, mais c'est donc bien mal décrit ou on comprend pas trop où est-ce que ça s'en va. Donc, c'est ça. Côté négatif, ben, pas grand-chose. Le détail de temporalité, on va en parler un petit peu plus tard. Mais un détail de temporalité, en tout cas, ça s'inscrit dans la chronologie Star Wars. Il faut que ce soit à un moment très, 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 très précis. Ensuite, le marketing, on en a parlé tantôt avec Seb, le voyage vers l'ascension de Skywalker. Là, c'est ça. Écoute, Ouais. mais tu sais, c'était la même chose aussi avec les autres. Là. Ben, il y a la première fois qu'ils nous ont sorti ça pour le réveil de la Force. Tu sais, il y avait quand même il y avait un recueil de 3 nouvelles. C'était vraiment Poe, Finn puis Rey juste avant le réveil de la Force. Mhm. Là, ça faisait du sens. Mais tu sais, même avec The Last Jedi, je veux dire, le livre Phasma, il te préparait pas tant au film à l'épisode 8, là, tu sais. Où il y avait Cobalt Squadron à la limite là, qui se passait juste avant Last Jedi, mais c'est ça, c'est pas le premier en tout cas voyage vers là, que finalement ça n'a aucun début de commencement de rapport là. Et bon, il n'y a rien d'épique là-dedans, donc moi je peux très bien vivre avec ça, mais c'est ça, ceux qui aiment pas les histoires anecdotiques ou les histoires là, justement que le destin de la galaxie bascule pas, ben c'est peut-être pas le livre pour vous. Sympathique, léger, pas ultra enthousiasmant, mais pas chiant non plus, un bon divertissement. Fait que je serais preneur pour une éventuelle suite. Autre spoiler, je viens de vous apprendre que Carl meurt pas à la fin, ou en tout cas qu'il pourrait avoir une suite. Mais côté note, toi de ton côté, Cécilie, tu lui donnerais quelle note à Force Collector? 18 sur 20, donc 90%. Excellent. De ton Wow. côté, Seb? J'ai l'impression que Seb ne sera pas dans les mêmes notes que toi, Cécilie. Je vais y aller avec un 15 sur 20. Mais Ah, c'est pas si pire. C'est pas si non, pire, non, non, effectivement. non, c'est très bien écrit, c'est vraiment engageant, ça vaut la peine d'être lu, c'est le fun. C'est juste que c'est l'aspect vraiment de Journey to the Rise of Skywalker qui a comme mis un bémol là-dedans. Mhm. Mais sinon, pour le reste, oui, je pense que c'est génial. Puis comme tu dis, Francis, il y aurait tout à fait place à avoir une suite. De mon côté, je suis un peu entre vous deux. J'y mettrais un 17 sur 20. Un 85% bien mérité quand même. C'est ça se lit tout seul, un bon petit divertissement. Puis, comme je dis souvent, moi, j'essaie d'y aller par notation négative. Puis, tu sais, quand t'as pas tant de points à enlever que ça, parce qu'il n'y a pas de gros méga défauts à ce livre-là. Là. Mais c'est ça, je les ai mentionnés tantôt. Le marketing, mais tu sais, le marketing, je me dis toujours, OK, dans 10 ans, mettons, là, celui qui va trouver ce livre-là d'une bibliothèque qui va le lire, là, le marketing que nous, on a connu, il l'aura pas, tu sais. Fait que ça, pour moi, c'est secondaire. Mhm. Et le fait qu'il n'y a rien d'épique dans l'histoire, ben là aussi, moi, je peux quand même très bien m'en passer. Donc, c'est ça, un 17 sur 20, je trouve que c'est quand même raisonnable pour ce livre-là. Ensuite, avertissement à tout le monde, on va passer en partie spoilers. Donc, et comme je mentionnais tantôt en intro, on va quand même dévoiler une grande partie de l'histoire. Donc, c'est ça. Si vous l'avez déjà, si vous comptez l'acheter dans les jours à venir, ben peut-être revenir nous écouter après parce qu'on va vous dévoiler la totalité des punchs de cette histoire-là. Donc, parce qu'on a un résumé quand même assez complet, et on va remercier HoloNet, notre partenaire Star Wars HoloNet, pour le résumé. J'en ai quand même coupé certaines parties parce que c'est déjà pas mal complet comme ça. Là. Donc, Karl Nuxin est un jeune homme vivant sur Merokia, un monde pauvre à la lisière de régions inconnues. À 13 ans, Karl éprouve de terribles maux de tête qui lui font souvent perdre connaissance lorsqu'il touche des objets. Sa grand-mère, Jara, lui explique que c'est parce qu'il est sensible à la force. Bien qu'elle ne soit pas un Jedi, ni même sensible à la force, elle propose à son petit-fils de l'entraîner. Méditation, concentration, discussion. Karl décide alors qu'il deviendra un Jedi plus tard. Il consacre tout son temps à faire des recherches sur les chevaliers mystiques de l'Ancienne République, mais ne trouve que très peu d'informations.
Sa grand-mère lui offre des gants qu'il porte constamment pour ne pas avoir de violentes visions par mégarde en touchant des objets. À 17 ans, sa grand-mère décède et Carl n'a pas le sentiment d'avoir beaucoup progressé. Il collectionne différents objets qu'il trouve, échange ou achète, et certains lui donnent des visions, d'autres pas. À l'école, il n'y a pas beaucoup d'amis et la plupart des autres étudiants le considèrent comme un fou. Par contre, Carl rencontre Maze Renchi, une ravissante Mirialan qui ne se moque pas de lui. Et avant de passer à Cécilie pour la suite, je mentionnerai les Mirialan, si vous ne vous souvenez pas c'est quelle race. C'est les très jolies demoiselles à la peau verte qui ont tout le temps des tatouages dans le visage là, en forme de losange. Dont Barriss Offee. La vilaine Barriss Offee, voilà. Donc, à toi, Cécilie. Le lendemain, Carl et ses parents sont convoqués chez le proviseur. Le jeune homme va être déplacé dans un autre établissement à l'autre bout de la planète, plus calme. En effet, ses parents pensent qu'il est faible et malade et ne croient pas aux histoires sur la force de sa défunte grand-mère. Carl est outré et quitte le bureau en colère. Il retrouve Maisie dans une classe également énervée et triste. Son père, qui travaille pour le Premier Ordre, a été muté à la dernière minute et est parti pour plusieurs mois sans lui dire au revoir. Les deux étudiants décident donc de partir avec RZ-7, le faux droïde médical construit par Carl, en utilisant le vaisseau de fonction du père de Maisie. L'aventure commence alors et les trois compagnons mettent le cap sur Utapo, l'endroit où avait eu lieu une des dernières batailles entre les clones et les droïdes séparatistes. Sur place, dans un bazar, Carl touche la canne ayant appartenu à Tion Medon. Il a une vision du maître Jedi Obi-Wan Kenobi arrivant sur Utapo et accueilli par le Pohan peu avant l'élimination du général Grievous. Et Carl entend également le nom de Skywalker. Le propriétaire informe le jeune homme qu'un certain Skywalker avait participé à la bataille de Jakku et avait fait tomber des vaisseaux impériaux du ciel. Galvanisé par cette découverte, Carl décide de se rendre sur Jakku. Après un long voyage en hyperespace, les trois compagnons arrivent à l'avant-poste Nima. Ils tombent sur un cargo corélien. À l'intérieur, en touchant une sphère d'entraînement, Carl a une nouvelle vision d'Obi-Wan Kenobi. Il perçoit seulement sa voix et de Skywalker s'entraînant au sabre laser. Le jeune pense à tort que cette scène s'est passée avant celle d'Utapau, car Skywalker s'entraîne. Mais évidemment, il ne s'agit pas du même Skywalker. En sortant du faucon, Mace se fait arrêter par 2 Stormtroopers du Premier Ordre, envoyés par son père. Le Mirialan dit au revoir à Carl, lui fournit un comlink pour qu'il la tienne au courant de ses aventures et lui conseille de continuer à utiliser le yacht de son père tant qu'il le peut. Carl poursuit alors ses recherches à l'avant-poste de Nima avec RZ-7 jusqu'à ce qu'un Pike l'interpelle. L'individu se vante que son peuple avait jadis abattu le vaisseau d'un Jedi sur la lune d'Obadia, un certain Sifo Dyas. Sceptique, Carl décide quand même de se rendre sur place, et la force lui sourit puisqu'il trouve rapidement des débris de vaisseau parmi lesquels se trouve un disque endommagé avec un message holographique enregistré. Carl peut donc visualiser quelques secondes du maître Jedi contactant le temple alors que sa capsule de sauvetage est sur le point de s'écraser. Sifo Dyas explique qu'il a suivi son instinct après avoir eu une terrible vision dans la force et que c'est lui qui a commandé l'armée des clones sur Kamino. Carl est excité et rejoint une cantina des environs. Un Chadrafan lui conseille alors de se rendre sur Batuu où Dokondar collectionne des antiquités qui pourraient être des artefacts Jedi. Le jeune homme se rend donc sur place, à l'avant-poste Black Spire, et convainc l'Italien de lui présenter des pièces de son musée ayant un rapport avec les Jedi. Carl touche d'abord un casque de gardien du temple, et dans sa vision, il voit Anakin Skywalker mener les clones dans le temple après l'Ordre 66 pour massacrer les Jedi s'y trouvant. Le jeune homme n'y comprend plus rien. Puis quand Dokondar lui présente 6 sabres laser, Carl est autorisé à toucher celui dont la garde est cassée, ayant appartenu à un inquisiteur. Et là, il se voit, dans une vision de la Force, abattant un autre Jedi avec un sabre laser vert. Choqué et abasourdi, Carl demande à se procurer la poignée du sabre pour l'étudier davantage. Dokondar, qui a deviné quel était le véritable objectif du jeune homme,
accepte de lui offrir seulement s'il livre un paquet de sa part à Maz Kanata sur Takodana. Car accepte et s'y rend immédiatement. Sur Takodana, le château de Maz Kanata est facile à repérer. À l'intérieur, les sensations de force sont étouffantes et le jeune homme apprend que le château a été bâti sur des catacombes Jedi. La propriétaire des lieux lui explique qu'il doit sans cesse rechercher l'équilibre et se calmer s'il veut maîtriser son pouvoir. Et en effet, cela fonctionne. Maz Kanata teste ensuite les capacités de Car en lui faisant toucher une médaille. Le jeune homme voit dans la force que celle-ci a appartenu à Luke Skywalker. Il lui a été remise par la princesse Leia Organa après la bataille de Yavin. Convaincu, Maz déballe ensuite son colis et offre à Car de le toucher. Il s'agit d'un des bras de C-3PO qui lui a été arraché. Car revit alors en accéléré toute l'histoire des Jedi et sait désormais que Luke Skywalker est toujours vivant. De retour au vaisseau, Car raconte par comlink à Maze ses aventures et met le cap sur Kijimi pour faire le plein de carburant. Seulement, il est arrêté par des Stormtroopers du Premier Ordre et le commandant l'interroge sur les Jedi et plus particulièrement sur Luke Skywalker. Car répond sincèrement qu'il ne sait pas où se trouve le maître Jedi, mais l'officier du Premier Ordre n'est pas convaincu et tire sur RZ-7, en français, ou RZ-7, lui arrachant ainsi un bras. Avant de partir, le gradé montre à Car un hologramme de Maze racontant tous ses périples. Blessé par cette trahison, Car met le cap sur Merokia. Sur le trajet, il touche RZ-7. Non, mais ça se dit pas mal mieux en anglais qu'en français, ça. Ouais. Il touche le droïde sans ses gants et a une nouvelle vision de la force. Il voit ses parents discuter de quelque chose qui lui cache. De retour chez lui, le jeune homme exige de connaître la vérité, qui lui est enfin révélée. C'est que son arrière-grand-père, donc le père de Jara, Nakmed, qui s'appelait, était un chevalier Jedi qui avait quitté l'ordre avant la chute de la République. Les parents de Car avaient demandé à sa grand-mère qu'elle garde le secret. Le jeune homme s'explique ensuite avec Maze, elle ne l'avait jamais trahi, mais simplement raconté à son père son voyage, et son père, c'est un membre du Premier Ordre. Décidé à partir à la recherche de l'histoire de son ancêtre, Car et Maisie découvrent un datacube caché dans les affaires de Jara, où la grand-mère révèle que son père s'était isolé sur Pamba, à la frontière de l'espace sauvage. Les deux compagnons obtiennent l'accord de leurs parents respectifs pour effectuer cet ultime voyage. Toujours avec la compagnie de RZ-7, et sur place, c'est sur place qu'elle n'est pas la surprise de Car quand il découvre que son arrière-grand-père est encore vivant. Le jeune homme apprend donc à Nakmed que sa fille est malheureusement décédée, et il comprend également que la vision qu'il avait eue de lui abattant un Jedi n'était autre qu'une vision de son arrière-grand-père qui lui ressemblait trait pour trait dans sa jeunesse au temple. Nakmed explique avoir affronté le Grand Inquisiteur après l'Ordre 66, mais, à cause de l'isolement, croit toujours au mensonge de Palpatine sur la trahison des Jedi envers la République. C'est donc à Car qu'incombe la lourde tâche de tout lui expliquer depuis le complot des Sith jusqu'à la victoire de Luke Skywalker sur l'Empereur. Son grand-père comprend alors qu'il avait bien fait de quitter l'Ordre et que les Jedi ne lui avaient jamais tourné le dos, contrairement à ce qu'il croyait. Apaisé, le vieil homme décède sereinement. Car Nuxin comprend désormais ce que la Force veut de lui. Son destin n'est pas de devenir un Jedi, mais de préserver l'histoire de l'Ordre et de la transmettre aux futurs Jedi. En tant que collectionneur, c'est à lui de raconter le vrai récit de ses prédécesseurs. Donc, maintenant qu'on est dans la partie spoilers, Cécilie, qu'est-ce que tu aurais à dire de plus sur ce livre-là? Faut que je vous parle du chapitre 16. Ouais. Ce chapitre-là en particulier. Oui, je l'ai... Ce que j'ai fait, c'est que l'audiobook, je l'ai coupé en morceaux pour être capable de lire chapitre par chapitre avec l'audio. Et le chapitre 16, il est toujours dans mon téléphone. Honnêtement, c'est mon préféré. Et je recommande à tous ceux qui ont lu le livre d'écouter l'audiobook parce que ça vaut vraiment la peine. Il y a de la musique, des effets sonores, mixés avec la narration. Honnêtement, ça m'a donné des frissons, ce chapitre-là. Dans le chapitre 16, Car et Maz sont sur Takodana. Maz lui fait toucher le bras de C-3PO, puis dans le fond, il revoit toute l'histoire de l'épisode 1 à 6. Ça m'a
c'est vraiment mon chapitre préféré. Je pense que je l'ai réécouté 3-4 fois. Le fait qu'on voit chaque détail de chaque film, ben pas tous les détails, mais les gros moments de l'histoire, ça, j'ai vraiment adoré. Mais ce qui m'a déplu, c'est, on en a parlé au début, c'est la mention voyage vers Star Wars, l'ascension de Skywalker. Il y a rien qui a rapport avec l'épisode 9, je trouve. Puis selon moi, c'est plus un voyage vers Star Wars, le réveil de la Force. Parce que ça connecte pour l'épisode 16, pas 9. Fait que, tu sais, ça peut être... Sinon, ça peut être carrément un roman complètement détaché des épisodes, mais c'est quand même considéré canon. Ouais, ça, effectivement, ça s'inscrit dans le canon. Alors, petit avertissement que je veux quand même émettre à tous nos auditeurs. Si vous décidez d'écouter le livre sur Audible en anglais, you're gonna have a little surprise that the kid might be a little bit Irish on the bite. Ah ouais, ok. Encore... L'accent de l'acteur qui joue, qui relit le livre, dans le fond, du narrateur, est très, très, très irlandais. Alors, ça choque un peu sur le coup, et si on n'a pas comme l'oreille aisée à comprendre les accents, ça peut prendre un certain nombre de chapitres avant de s'habituer. Donc, moi j'ai trouvé ça super sympathique, mais c'est quand même comme ça m'a surpris là sur quand j'ai commencé à écouter le livre. Sinon, de ton côté, c'était beau, Cécile? Ben, moi honnêtement, c'est vrai qu'au début, peut-être 5 minutes au début dans le premier chapitre, j'ai eu de la misère à me faire comme l'accent, mais ayant le livre devant moi, c'était beaucoup plus facile de comprendre, mais j'ai fini par m'habituer, puis la narration est pas si pire que ça, là. Quand même... C'est pas l'auteur qui faisait la narration, Seb, dans le fond. Non, c'est quelqu'un d'autre. Parce que ça arrive que c'est le cas, mais... Non, dans le cas présent, c'était pas le cas, mais comme tu dis, Cécilie, on finit par s'habituer quand même assez rapidement, là. Et puis oui, ça rajoute en fait à l'aspect que c'est pas tout le monde qui parle un parfait anglais là dans l'univers de Star Wars, puis ça c'est un petit aspect le fun. Ouais, ça, ceux qui ont jamais, parce que tu sais en plus là, on est francophones, donc souvent on va avoir pris certains contenus en français, mais en anglais effectivement souvent il y a des accents particuliers pour certaines races d'aliens ou tu sais où justement le deep core de la galaxie, les planètes riches, tout ça vont avoir un accent plus britannique, et bordure extérieure, tout ça, ça va être un accent plus américain. Donc c'est quelque chose, là en français, évidemment une fois traduit, on s'aperçoit pas de ces détails-là, mais c'est quelque chose que j'avais trouvé intéressant de découvrir. Puis entre autres pour ce qui est de l'accent, pas québécois, mais français de France, dans les versions anglaises, c'est les Twi'lek exactement. Donc faut croire que Rylot, c'est ça parle français. Et puis, si c'est beau de ton côté, Cécilie, Seb, toi, qu'est-ce que t'as pensé? Qu'est-ce que tu peux nous dévoiler que tu pouvais pas tantôt? Non, en fait, c'est ça, c'est... Je suis quand même très d'accord avec Cécilie au niveau du chapitre 16. C'est un chapitre que je crois que j'ai même pris le temps de réécouter. Justement là pour bien capable de jauger l'histoire. Mais là où je suis pas d'accord, puis là où je comprends le marketing de pourquoi ça a été la route vers Rise of Skywalker, c'est pour la scène à la fin où justement c'est Maz qui donne la médaille à Chewbacca. Ah ouais. Ben, on comprend que quand elle dit Leia aurait voulu que t'aies ça, ben c'est là qu'on comprend que c'est la médaille de Han. Ouais. Puis que c'est pas la médaille de Luke parce que c'est elle qui a la médaille de Luke parce que Han lui a pas vendu sa médaille à lui. Donc c'est selon moi là, c'est le seul point qui était comme sur la route de Rise of Skywalker. Puis j'ai été comme un peu déçu quand j'ai écouté le film, puis j'ai fait comme ok. Si c'est juste ça, c'est d'accord. Mais ouais, ça sent le changement de scénario dernière minute. Ben c'est ça, tu sais, mais puis l'affaire qui a été le fun,
les autres points aussi qui sont intéressants du livre, c'est de voir des traits de légende qui ont été comme rapportés, mais tu sais comme du légende canon. Mm-hmm. Donc, tu sais, si on parle de Sifo-Dyas, qu'on savait qu'il avait quand même existé, mais là, quand on écoute les films seulement, on se pose des questions. Est-ce qu'il a vraiment existé? Est-ce que c'était Dooku ou quoi que ce soit? Puis là, c'est-tu Dooku qui a commandé l'armée de clones ou si c'est vraiment Sifo-Dyas? Ben là, on a la confirmation que oui, c'est vraiment Sifo-Dyas qui a commandé l'armée de clones des Kaminoans. Mais de mémoire, c'était un petit peu exploré aussi dans la série de Clone Wars. Il y avait, je pense dans Dooku Jedi Lost aussi. Ouais, plus récemment, là, mais il me semble à un moment donné, Obi-Wan puis Anakin allaient eux aussi sur Opadia, là, puis ils allaient récupérer quelqu'un qui était dans la navette avec Sifo-Dyas, tu sais, qui était comme c'est ça, mais prisonnier de la place. Là. C'est ça, mais là, on a encore comme maintenant dans le nouveau canon, la reconfirmation de tout ça, donc c'est comme, ok, je sais pas pourquoi est-ce qu'on retourne à ce point-là, mais c'est intéressant comme pour l'histoire de Carr de voir, là, comme de comprendre ces points-là, puis aussi, bon, c'est des moments dans l'histoire où Carr fait comme, oui, j'ai 17 ans, je suis rebelle, puis je me sauve avec la personne que j'apprécie beaucoup, parce qu'elle a un vaisseau puis qu'on peut se sauver puis faire une fugue de la maison parce que j'essaye d'émettre un point à mon père qu'il me porte pas assez d'attention là. Puis c'est là qu'on voit justement, bon c'est ça, c'est des moments qui font avancer puis qui font maturer Carr dans l'histoire de passer à travers tous les problèmes qu'il rencontre en allant justement là, chercher ces informations là sur Tambo. Puis après, bon, c'est ça, on voit la médaille, c'est ce que j'ai parlé. Puis après, bon, t'as le bras de C3PO, qui est le bras arraché, qui est le point, je pense, que tu voulais apporter, Francis, au départ. Ben, c'est ça, c'est que moi, quand j'ai lu ça, puis tu sais, c'est ça, c'est peut-être moi qui est un obsédé aussi de la chronologie, là, puis de où et quand se passent les événements. Non, non, c'est pas juste toi. Je vais mettre dans le chat justement le moment en question. Donc ça c'est quand même bien repris dans le livre. Là, il mentionne que c'est le bras arraché par une créature de C3PO. Mais c'est ça, le Doc Ondar est en possession de ce bras-là. Et bon, notre histoire ici se passe juste avant le réveil de la Force. Okay? Alors que justement, et on le voit sur les images que j'ai mis dans le chat, le droïde C3PO perd son bras et est récupéré par Poe Dameron qui est déjà dans la Résistance. Donc, en termes de temporalité, là, ça veut dire que c'est ça. Il l'a récupéré rapidement de Doc Ondar, le bras. Là. Je sais pas comment il a fait, là, mais visiblement, parce qu'au départ, la temporalité de ce livre-là était évaluée sur le fait que ça disait que les événements de l'Étoile de la Mort, tout ça, ça s'était passé il y a une 30aine d'années. Donc là, on se disait ça se passe en plus 30. Mais là, c'est ça, à cause de l'histoire du bras, ben, on serait justement plus vraiment collé sur le réveil de la Force, parce que Poe Dameron est pas dans la Résistance depuis si longtemps que ça. Là. Quand il arrive le réveil de la Force, là, ceux qui ont lu là, sur ses débuts, avant ça, il était dans la Nouvelle République. Donc, c'est ça. Ça m'a un peu... c'est ça. Bref, Doc Ondar, je sais pas comment il a fait pour récupérer ça dans le fond d'un... Il me semble que ça se passe dans une espèce de marécage, là, cette scène-là, là, dans le comics C3PO. Mais tout ça pour dire que c'est ça, il y a un petit conflit de temporalité. Entre autres, je pense que c'est sur Wikipédia qui est encore indiqué que ça se passe en plus 30. Alors que, tu sais, c'est ça, en plus 30 pour Dameron, t'es même pas dans la Résistance encore. La Résistance, je crois qu'elle existait, là, mais c'était les tout débuts, là, considérant que Bloodline se passe en 28, je pense. Tout ça pour dire que la fenêtre, j'étais un peu surpris, mais pour ce qui est de comment ça s'inscrit dans l'histoire du collectionneur, c'est très bien amené. Là. Mais c'est ça, c'est la petite minute, là, pas incongruité, parce que tu sais, c'est ça, c'est pas une vraie là, bizarrerie là, qui marche pas. Comme il y en avait dans le film, dans l'Ascension de Skywalker. Mais c'est ça. Puis de toute façon, en plus, les comics, c'est le médium que le moins de gens
ont pris de Star Wars. C'est les films, les séries télé, les jeux vidéo, les livres, puis après les comics. Fait que, à mon avis, ce spécial C3PO-là, qui date de 2015, je suis pas sûr que beaucoup de gens l'ont lu. Non, c'est ça. Et où s'en souviennent, comme temporellement, où est-ce que ça tombait. Là. Effectivement. Et c'est une scène aussi, by the way, là, petite anecdote, elle avait été reproduite aussi dans des épisodes Lego Star Wars. Donc, des petits épisodes qui jouaient à Disney, là. Mm-hmm. Donc, c'était exactement comme dans BD, là. Mais évidemment, dans les Lego, ils mettent toujours un petit côté comique absurde, là. Mais, fait qu'il y en a beaucoup, j'ai l'impression qu'ils vont avoir vu ça, mais en version Lego et non en version vraiment canon, là, chez Marvel. Bref, je te laisse continuer, Seb, avec d'autres observations sur Force Collector. Ben, là où j'ai remarqué que le livre est pour les jeunes adultes, là, c'est vraiment au niveau des échanges relationnels entre Carr et Maisie, et puis la maturité de Carr qui évolue entre guillemets à travers le livre, parce que tu sais on comprend dès le départ là, on voit qu'il est très comme jeune, insouciant au début du livre, puis là ben plus ça avance, plus il développe des traits puis des caractères qui vont lui permettre de survivre là, dans l'espace intergalactique d'une galaxie très très lointaine. Et tu sais, sa relation avec Maisie qui évolue à travers le livre, où c'est clair que lui il a des sentiments pour elle, puis elle retient les sentiments qu'elle a pour lui parce qu'il y a comme une histoire de voyons, c'est Montaigu Capulet, de je viens d'une bonne famille, mais toi t'es comme d'une famille moins bonne, donc on devrait pas mêler nos deux familles ensemble, puis c'est comme toi t'es du premier ordre, mais moi je suis du premier ordre, mais toi t'es comme quelqu'un qui va ramasser des déchets pour survivre, donc Elle est trop bien pour lui, c'est ça. Ben je veux pas dire ça parce que on ressent que Maisie a aussi des sentiments pour lui, parce que elle va quand même lui laisser le vaisseau de son père puis toutes ces choses là, mais elle fait pas rien d'autre là, tu sais. Donc c'est mais tu sais, puis y a pas jamais comme le petit moment que tu t'attends là à la fin là où il va y avoir le petit baiser entre les deux là. Donc ben ça j'ai pas détesté justement qu'il tombe pas dans la facilité de ce côté-là de la romance là, comment dire, trop évidente là, tu sais. L'histoire reste centrée sur l'aspect vision de la force là, puis le rôle de Carr dans tout ça. Puis ça sombre pas, tu sais, ça aurait été facile, là, on s'entend. Comme tu dis, là, mettre un petit baiser à la fin, là, comme dans l'épisode 9. Mais non, c'est ça, j'ai trouvé que justement ça tombait pas dans le schéma qu'on est habitué de voir. Exact. Mais c'est ça, tu sais, au niveau de la maturité après de Carr tout au long du livre, c'est aussi de voir, comme on expliquait dans le résumé, que il se fait montrer des images, puis il tombe facilement dans le piège du jugement, alors que Maisie a tout simplement une discussion avec son père, elle est pas en train de passer à l'interrogation là. Et nous, en tant que lecteurs, comme toi et moi, qui ont plusieurs années derrière eux, on est capable de percevoir cette différence-là entre la discussion et ou l'interrogation. Puis on voit que Carr, qui est tellement jeune, tellement à fleur de peau, puis tellement en amour avec Maisie, que lui, il fait pas cette différenciation-là. Puis là, tout de suite, il est sûr qu'il s'est fait trahir. Donc, j'ai trouvé ça comme intéressant là, de voir ces changements-là. Et j'ai trouvé ça super chouette qu'il lui donne la chance de s'expliquer, puis qu'il accepte l'explication. Donc, c'est pas mal ça, mes commentaires généraux là, sur le livre. Excellent. Ben, moi, je commencerai par mentionner, j'ai oublié de le mentionner tantôt, vous l'avez pris en audio et écrit aussi pour Cécilie. Moi, je l'ai pris papier et version française parce qu'on a eu la chance d'avoir une traduction extrêmement rapide. Donc ça aussi, je voudrais le souligner, là, chapeau bas à Pocket Imaginaire. Donc en 3 semaines après la sortie VO, on avait la VF en kiosque ou en tout cas en librairie, peu importe où vous l'avez pris. Donc, ouais, c'est ça, je suis en train de regarder les dates. 3 semaines tapant, là, c'est quand même à souligner.
Et sinon, pour ce qui est... je m'étais noté Ça, en termes... Vite, là, je veux juste revenir à ce que tu disais un petit peu plus tôt. Le fait que ça soit un roman qui ait pas comme 800 pages, puis qu'il y ait toute une histoire contenue dans le 300 pages qu'il fait, c'est probablement quelque chose qui serait peut-être mieux pour la majorité des romans Star Wars qu'on a présentement. Parce que, justement, ça permet une histoire courte et concrète qui est très intéressante et qui s'étire pas à l'infini. Un peu comme Black Spire, il y a comme une espèce de divergence dans l'histoire avant de revenir à l'histoire carrément sur Black Spire. Puis ça fait comme ça rajoute une certaine longueur à l'histoire qui a pas besoin d'être là. Et puis l'autre chose que ça permet, c'est justement d'avoir une traduction rapide. Donc pour l'international, pas que nous les francophones, c'est quelque chose qui peut être très intéressant là, pour la communauté de fans. Donc ça serait peut-être quelque chose à développer là, du côté de Disney littérature. Ben ça, c'est un éternel débat aussi. Hein, est-ce qu'on veut la quantité ou la qualité? Ouais. Mais on devrait avoir un délai aussi identique, là, très court de traduction pour l'adaptation, la novélisation dans le fond là, de l'Ascension de Skywalker, qui sort quand même dans quelques semaines à peine. Donc c'est ça, c'est quand même le fun de voir que du côté de Pocket, il y a des gros efforts faits de ce côté-là. Puis on se le cachera pas, traduire un livre là. Vous avez fait de la traduction déjà par le passé, donc... Oui, c'est tout un travail. Ouais, c'est ça, tu sais, en tout cas, pour ma part, c'est juste des courts entrevues ou textes là, que j'ai traduits. Je me dis, une affaire de même si c'est 300 pages, là, ça doit être quand même une méchante job. Donc, je salue leur travail de ce côté-là. Moi, je m'étais noté, ce qui est intéressant, c'est que... je m'attendais, vu que ça s'inscrivait dans le marketing de Rise of Skywalker et ça se passe en termes de temporalité dans la postlogie, je m'attendais à beaucoup plus, encore une fois, un produit postlogie, comme la plupart des autres de Phasma à Resistance Reborn, etc., Black Spire, tout ça. Tandis que là, dans le fond, oui, ça se passe dans la postlogie, mais on s'entend que tout l'intérêt de ce livre-là, c'est la prélogie et la trilogie originale. Tout le long, ça nous ramène dans des événements qui se passaient dans la prélogie et dans la trilogie originale. Donc ça m'a surpris et très agréablement surpris. Penses-tu que c'était un petit peu ça le but du livre aussi? C'était comme de faire un Previously on Star Wars avant la sortie du dernier film de la saga Skywalker, parce que c'est très axé sur la saga Skywalker, les recherches que Carr finit par faire. Ouais, ben, tu vois, je m'étais noté au niveau des personnages connus, là, il y avait Anakin, Luke, Obi-Wan, Sifo Dyas, C-3PO, le Grand Inquisiteur, Doc Ondar qui est plus récent, on avait Maz Kanata aussi. Donc, c'est ça, moi j'apprécie là, cette panoplie de références-là. Comme tu dis, oui, ça, dans un sens, ça nous fait un petit previously, comme tu dis, là, avant le début de l'émission. Je m'étais noté moi j'ai bien aimé le personnage principal et j'ai trouvé original quand même son environnement de vie, une famille de tailleurs. On est habitué dans Star Wars à tout le temps avoir des métiers qui n'existent pas dans la vraie vie. Là, effectivement, même dans Star Wars, il faut que le monde s'habille. Non, oui. Fait que, mais sur le coup, tu fais ah ouais, vraiment, là, des tailleurs, ok, dans Star Wars. Je m'étais noté, la planète aussi, j'ai pas détesté Merokia. Au début, je me disais, encore une autre planète désertique. Non! Mais de la manière que c'est décrit, je trouvais quand même ça bien. La scène sur Utapo confirme, en tout cas, qui vient vraiment confirmer l'innocence du personnage qui révèle à Obi-Wan la présence de Grievous. Moi, dans le fond, je sais pas pour vous, je m'étais toujours demandé à quel point ce personnage-là dans le film, dans Revanche des Sith, était complice. Si il avertissait Obi-Wan vraiment, là, s'il était sincère qu'il était les otages, on va dire, de Grievous, ou si ça faisait partie du plan là, de Grievous. Donc là, vraiment, on a une réponse claire et nette à ça. Ensuite, les visites sur des mondes justement connus et même des références. Tu sais, là, il va sur Utapo, sur Jakku, sur Batuu, sur Takodana, mais on a aussi, à un moment donné, on pense qu'il va aller sur Tatooine.
hein, parce qu'on parle de Tatooine. Il est censé aller sur, je l'ai mentionné tantôt, j'ai déjà perdu Kijimi, donc la planète qui se fait exploser dans le film. Mais c'est ça, fait que moi, tu sais, tant qu'à tout le temps créer des nouvelles races d'aliens, des nouvelles planètes, tu sais, juste une petite référence, je veux dire, pourquoi une nouvelle planète désertique quand on en a déjà 14? Utiliser une qu'on a déjà. Il y a l'aspect des méconnaissances des Jedi. J'ai vu quelques commentaires là-dessus, ici et là. Dans le fond, on l'a mentionné un peu dans le résumé, Car n'a pas la moindre idée de l'histoire des Jedi. C'est pas enseigné à l'école, pourtant ça se passe sous l'ère de la Nouvelle République. C'est certain, par contre, que la planète est dans l'espace lointain. Là. Et on sait pas si c'est vraiment comme territoire officiellement contrôlé par le Premier Ordre, mais visiblement, ils sont présents sur la planète. Fait que ça, cet aspect-là, moi, c'est pas venu me choquer. Mais je sais pas pour vous, je sais qu'il y en a que le fait que l'histoire des Jedi est pas justement écrit là, partout, puis toute la galaxie la connaît. Je sais qu'il y en a que ça a agacé. Moi, j'ai trouvé ça absolument normal, en fait, parce que l'histoire est écrite par les vainqueurs, puis s'il y a bien une chose que l'empereur veut pas, c'est une ressurgence des Jedi dans la galaxie pour pouvoir garder le contrôle. Donc, il va s'assurer qu'il n'y a pas personne qui pourrait devenir un scholar de la force, tu sais, comme s'apprendre à lui-même comment devenir un Jedi en ayant accès à toutes les connaissances que les Jedi avaient. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, on dit que les Jedi étaient les méchants, puis on efface comme, entre guillemets, ou du moins on restreint toutes les connaissances possibles par rapport à la force et par rapport à l'ordre des Jedi dans la galaxie. Puis pour moi, c'est que l'Empire a fait une bonne job c'est ça, exactement. De réécriture historique. Puis que la Nouvelle République n'a pas fait une très bonne par après. une job de censure, dans le fond, là, c'est ça. Ouais. Ensuite, vous avez sûrement remarqué, vous aussi, que la vaste majorité de leurs rencontres sont des gens bienveillants. Alors que ça aurait été des proies faciles. Puis justement, on parle de Batuu et de Black Spire depuis tantôt. J'ai trouvé que le parallèle avec le livre Black Spire est frappant, là, parce qu'ils sont au même endroit. Puis dans Black Spire, elle tombe tout le temps sur du monde mal intentionné ou presque. Alors que là, lui, tu lui dis, il se promène tout bonnement, il n'y a pas de problème. Puis... donc ça, moi je m'attendais, en tout cas à chaque nouvelle rencontre, je me disais il va se faire poignarder dans le dos, etc. Mais non, mais ça gâche pas le récit, là, c'est juste tu sais, t'es surpris qu'il arrive à rien. Donc apparemment ça m'a surpris, je sais pas si vous avez vu ça passer, l'auteur a été obligé de changer ses premières versions du texte parce que c'était trop similaire à la version finale de Rise of Skywalker. Donc le héros originellement apparemment était supposé visiter les ruines de la seconde étoile de la mort. Et le Story Group a dit non parce que c'est pas mal ça qui se passe dans le film. Fait que, donc, ce qui est pas vraiment surprenant parce que ça ferait du sens que c'est comme on sait qu'il y a une, comme tout le monde est au courant de la deuxième étoile de la mort. Ça, il n'y a aucun moyen de le supprimer de l'histoire. Donc, ça serait clair que Carl se dirait « Ah, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. » Ouais, c'est ça, si t'es au courant qu'il reste des débris intacts. Là, parce qu'on s'entend qu'une des premières visions qu'il y a, c'est juste avec un casque de Stormtrooper. Donc, il pourrait très bien dire « Ah, il y a peut-être quelque chose que je vais trouver. Il va peut-être toucher une vis magique, là. » qui a été fleurée par le grand seigneur Vador ou l'empereur lui-même. Puis, je vais voir comme des millions d'années de... Bon, en tout cas. C'est ça, tu te dis, imagine s'il avait touché le siège de l'empereur. Eh boy. Son cerveau aurait explosé. Ouais, là, c'est la crise d'épilepsie automatique. Là. RZ7 l'aurait jamais ramené de celle-là. Là. Non. Et comme deuxième intervention du Story Group que j'ai trouvé intéressant, je l'avais mentionné un peu en première partie, c'est de coordonner la psychométrie avec Jedi Fallen Order. Donc, dans le livre, c'est vraiment décrit pareil, dans le sens que quand il y a une vision, il y a un gros flash blanc là, aveuglant, etc.
Donc, et si vous avez joué à Fallen Order, c'est exactement ça qui se passe. Donc, mais c'est ça, je l'avais un peu mentionné tantôt. Sinon, j'ai pas détesté le personnage de l'ami, ou en tout cas, peut-être éventuellement plus qu'ami, de Carr, donc Maze Mirialan, qui a pas de tatou pour l'instant. J'ai pas détesté aussi l'espèce de. C'est parce qu'elle est à moitié Mirialan. Ouais, c'est vrai, effectivement. Son père, dans le premier ordre, lui, c'est un humain. Mais c'est ça, sa mère arrête pas de la tanner pour qu'elle se fasse tatouer, là, parce que, tu sais, c'est l'inverse du vrai monde. Mais... parce que, tu sais, dans le vrai monde, tu sais, la fille qui veut se faire tatouer des affaires en plein milieu de la face, d'habitude, la maman veut pas. Non, il n'y en est pas question. C'est ça. Mais dans cette culture-là, ben, c'est ça, on apprend que la signification de ces tatous-là, c'est une histoire d'héritage familial, je pense, hein, ou non de... c'est une histoire de comment dire, de devenir adulte, puis ça représente les épreuves que tu as affrontées, des affaires là même. Fait que bref, j'ai pas détesté cet aspect-là. Mm-hmm. La description aussi du yacht du premier ordre, le Avadora qui s'appelle, j'ai trouvé que ça fitait avec ce qu'on s'en imaginait dans les films, quand vous repensez au décor de Last Jedi ou peu importe. C'est ça fitait, c'est austère, mais ultra propre, brillant, etc. Là. Ouais. Donc, c'est ça, un look, c'est quand même différent de l'époque Empire. T'sais, quand vous comparez les deux, il y a quand même un contraste là, au niveau du premier ordre qu'il n'y avait pas dans l'Empire. Là. Donc, bref, j'ai trouvé que c'était bien fait. Et la cerise sur le Sunday, si on peut dire, le prof Gungan. Donc, au début du livre, on a droit, encore une fois, un personnage Gungan. Moi, j'aime ça quand c'est pas la première fois dans le canon, dans les livres, qu'ils nous sortent des Gungan sortis de nulle part. Je pense que c'était dans Last Shot là, que Han Solo et Lando et compagnie croisaient un Gungan, mais qui parlait normalement. Et puis qui lui disait qu'il y avait rien que les fermiers là, qui parlaient comme Jar Jar Binks. Hein. Puis, dans le fond, là, cette fois-ci, il faut croire que le prof, c'est un fermier, là, parce qu'il parle comme Jar Jar. Mais c'est vraiment une planète multiculturelle, hein, d'après ce qu'on a pu en saisir. Donc, ça fait pas mal le tour pour moi du côté de ce livre-là. Donc, c'est ça. Rien de majeur au niveau négatif, tout ça. Et Seb, je te demanderais peut-être de nous lire la petite critique commentaire de Sylvain Rouquin qui nous a laissé dans le chat, donc un de nos fidèles auditeurs. Bien sûr. Alors, Sylvain nous dit « Bonsoir. Comme j'aurai pas l'occasion de participer à la discussion, je me permets de vous livrer mon avis sans spoilers. C'est un très bon petit roman Star Wars. L'écriture est fluide, le tempo rapide, ce qui rend la lecture prenante. Les pages se tournent sans effort. Sur le fond, c'est une réflexion pertinente sur le devoir de mémoire des Jedi, la quête d'identité et les interrogations d'une jeune personne sensible à la force. Autant de thèmes sous-jacents dans The Rise of Skywalker. Plus généralement, un roman qui permet de revisiter des lieux, des époques et des personnages rencontrés tout au long de la saga Skywalker, ce qu'on disait il y a quelques instants. Ça en fait un très bon roman satellite. De plus, ça vient également faire écho à la quête de Luke, qui lui aussi est à la poursuite d'artefacts Jedi dans son auto-formation. Enfin, j'ai beaucoup aimé un parallèle intéressant proposé par l'auteur entre un acte héroïque qu'on prête à Luke sous forme de légende, est-ce vrai, est-ce faux, est-ce fantasmé, et ce que Palpatine a réussi en partie à accomplir dans l'épisode 9. Bref, beaucoup de points positifs pour un petit roman young adult à lire et à posséder dans sa bibliothèque. Ben écoute, je pense que c'est sur ces critiques qu'on pourrait dire quand même. Je pense qu'on est tous d'accord avec lui, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, c'est sur ces critiques quand même pas pire, pas en tout, qu'on va conclure cette émission de Star Wars en direct littérature. J'espère qu'on vous a donné envie de lire ce livre-là. Je pense qu'un peu comme Sylvain disait dans le chat, que c'est quand même un très bon choix là, si vous cherchiez quelque chose à attaquer. Et autant on vous a vendu l'audiobook en anglais hein, du côté de Cécilie et Sébastien. Ouais. Et comme je vous dis, la traduction est déjà disponible depuis un certain temps déjà. Là, ça s'appelle Le Collectionneur chez Pocket Imaginaire. Donc
comme toujours, si vous avez des suggestions, des commentaires ou des réactions sur les sujets qu'on vient de discuter, contactez-nous à l'adresse studio@starwarsendirect.com, swandirect.com, ou laissez votre message sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, bref, on est partout. On n'est pas dur à trouver du tout. Et surtout, n'hésitez pas à partager nos épisodes sur vos réseaux sociaux pour faire croître la communauté de Star Wars en direct. Et on vous rappelle que pour rejoindre notre communauté de fans et d'auditeurs, ainsi que pour participer à nos enregistrements live, vous pouvez rejoindre notre serveur Discord. Et puis pour montrer vos couleurs, dirigez-vous vers notre boutique Star Wars de Star Wars en direct pour vous procurer toutes sortes de produits à l'effigie de Star Wars en direct, mais aussi de Star Wars en général. Donc, allez sur notre site starwars.direct/boutique. Et du côté des prochaines émissions, ce qu'il y a au programme, Cécilie, qu'est-ce qu'on peut annoncer qui s'en vient? Oui, on va continuer sur notre lancée des entrevues qu'on a fait au Shawinigan à Shawinigan. Il va aussi y avoir un Star Wars en direct être fan dans les années 2000. Et aussi un Star Wars jeunesse, aventure dans un monde rebelle. Il s'agit d'une série de 7 romans de la Bibliothèque verte. Et bon, on l'a mentionné en début d'émission, mais vous pouvez vous attendre aussi à d'autres capsules Star Wars 101, une par semaine pour un certain temps. Donc, on vous rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast, iHeartRadio, Deezer, Spotify, Stitcher, Google Play, Apple Podcast et évidemment YouTube, on peut rajouter à ça. Donc là encore, vous avez toutes sortes d'options pour nous écouter. On remercie nos partenaires, Mint Box, Star Wars Holonet, Siteclan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science-Fiction, ainsi que Jeff et Kim, le Space Trash Show. Et de la part de Cécilie, Sébastien et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.